Avant de commencer, on va faire une petite piqûre de rappel. Vous vous souvenez sans doute de Jak et Daxter, vous savez ce duo de héros qui a parcouru le monde afin de trouver un remède pour rendre à Daxter son apparence humaine. Malheureusement, tout s'est pas passé comme prévu et ils ont été obligés de buter la seule personne qui était capable de l'aider. Mais malgré tout ça, leur voyage n'a pas été vain, car ils ont trouvé au cours d'une de leurs pérégrinations un genre de portail qui nous laissait sur un cliffhanger assez frustrant. Heureusement, on va avoir toutes les réponses à nos questions au cours de ce deuxième opus. Attention, accrochez-vous à votre canapé parce que ce jeu est très différent de son grand frère. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jak 2 hors la loi. Alors, me demandez pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à ramener le portail qui fait sûrement plusieurs tonnes jusqu'à la hutte de Samos. Sachant qu'il peut pas rentrer dans un téléporteur, il est beaucoup trop grand. Mais bref, c'est pas important ça. Le fait est qu'ils ont envie de passer au travers pour découvrir ses secrets et qu'ils ont trouvé une machine pour y arriver. Seulement voilà, à l'ouverture du portail, des centaines de créatures horribles en sortent avec ce qui semble être leur chef. Pris de panique naturellement, Jak pète un câble et appuie sur un bouton au pif, ce qui les envoie direct dans le portail. Malheureusement à l'intérieur, la machine de Kira se disloque et ils atterrissent dispersés dans une sorte de ville futuriste sombre et chelou. Jak a à peine le temps de se remettre de ses émotions qu'il se fait direct choper par les keufs. Voilà, contrôle de faciès abusif, le mec est blond aux yeux bleus, sert à rien, il est méchant. Eh oh, 39-45 c'est fini hein. Bref, Daxter réussit à s'échapper en promettant à son bro de venir le chercher un jour ou l'autre. C'est un peu un enfoiré parce que Jak va attendre pratiquement aussi longtemps que vous avez entendu la sortie de cette vidéo. Et ouais, parce qu'il va se faire torturer pendant 2 ans dans la prison du Baron Praxis. Le Baron Praxis, c'est tout simplement le chef de la ville. Il utilise Jak pour un projet nommé Dark Warrior. Ce projet vise à utiliser l'écho noir afin de l'injecter dans un être humain et en faire une arme capable d'exterminer les Metalheads. Les Metalheads, c'est des créatures monstrueuses qui essaient de passer les murs de la ville afin de buter tous les habitants. Donc dans le fond, il veut protéger ses citoyens, c'est plutôt bien. Mais les procédés qu'il utilise, c'est pas très sympa quoi. Profitant d'une absence du baron, Daxter se pointe enfin pour retrouver son ami complètement changé. Déjà il parle. Je vais tuer Praxis. Parce que oui, Jak était muet dans le premier jeu. Mais en plus, il se transforme en une sorte de monstre violet qui balance des éclairs lorsqu'il s'énerve. Oui, c'est basiquement le même principe que Hulk, sauf que Jak a besoin d'écho noir pour se transformer. Mais c'est quoi ce Vince? La vache! Faut surtout pas que je t'énerve, toi. Alors, vous le voyez le changement d'ambiance ? C'est autre chose que les flûtes du premier jeu, hein. Ils réussissent finalement à s'échapper de la prison et tombent sur un vieil homme nommé Kor, accompagné d'un gamin. Le vieillard leur explique que la cité dans laquelle ils se trouvent se nomme Abbeville, et qu'une faction appelée les Souterrains, menée par un certain Sphinx, se rebelle contre la tyrannie du baron, et que si Jak veut se venger de ce dernier, il ferait bien d'aller leur parler. C'est comme ça qu'ils font la connaissance de Thorn, un ancien grenagarde à la solde du baron qui s'est barré et a rejoint les Souterrains suite à la cruauté de son boss. Il va alors leur donner diverses missions pour tester leurs valeurs qui vont déboucher sur la rencontre de plein de nouveaux personnages, comme par exemple le Crew, un gros tas richissime qui trempe dans des affaires louches, accompagné de Sig, son bras droit. Ces deux-là fournissent à Jak une des principales nouveautés de cet opus. Des flingues, bordel! Des de flingues! À quel moment, quand tu joues au premier jeu, tu te dis que dans le 2, tu vas pouvoir tirer à la sulfateuse sur des robots tueurs et des monstres bouffeurs de cervelle? Bon d'accord, les armes fonctionnent à l'écho de couleur, mais bon quand même. Mais y a pas que. Ils feront également la connaissance de Vin, l'informaticien trouillard, Ashlyn, une ancienne camarade grenagarde de Thorn, Pecker, le singe perroquet, et Onin, la voyante. Plus tard, Jak et Daxter font 2 importantes découvertes. La première est que le baron a passé un marché avec le chef des Metalheads. Les grenagardes leur fournissent de l'écho et en échange les monstres leur foutent la paix. Un marché intéressant mais risqué, puisque les réserves d'écho s'amenuisent. La deuxième est qu'Ashlyn est en fait la fille du baron, mais qu'elle est pas trop d'accord avec les méthodes de son daron. T'as compris? Baron, daron... Ok! Et attendez, c'est pas terminé pour les révélations. En effet, au cours d'un assaut contre les Metalheads, Jak et Daxter vont tomber sur une construction qui leur est tout particulièrement familière. La maison de Samos dans le premier opus. C'est à ce moment que Jak comprend que cette porte qu'ils ont empruntée au début du jeu les a pas envoyés dans une autre dimension ou quelque chose comme ça, mais tout simplement plusieurs années dans le futur. Après cette découverte, ils font enfin la connaissance du Sphinx, le chef des souterrains. Et là, surprise, le Sphinx c'est Samos.
Enfin, une version un petit peu liftée de Samos. Non, Jack, on a traversé tout ça pour retomber sur sa sainteté de papy vert avec son rondin sur la tête. Ce qui est bizarre, c'est qu'il se souvient absolument pas d'eux. Vous ne nous reconnaissez pas? Désolé petit, je vous ai jamais vu et je n'oublie jamais un visage, surtout quand il est aussi laid. Et ça commence. Il leur annonce qu'il a recueilli le gamin qui accompagnait Cor au début du jeu dans la rue, et que l'amulette qu'il porte au cou signifie qu'il est sans doute l'héritier de Mar, le fondateur d'Abbeville, et par conséquent, c'est lui le chef légitime de la ville et pas le baron. En même temps, Crew leur demande de participer en son nom au grand championnat de course d'Abbeville. Jack accepte avec joie puisque le vainqueur gagne une visite au palais et ça pourrait lui permettre de se rapprocher du baron et ainsi de se venger de ses années d'emprisonnement. En se rendant au circuit, il découvre que la mécanicienne attitrée de Crew n'est autre que Kiera et qu'elle travaille actuellement sur une machine qui pourrait leur permettre de revenir à leur époque d'origine. Par la suite, Onin et Samos apprennent à Jack qu'Abbeville abrite le temple de Mar. Je le rappelle, c'est le fondateur de la ville, et que le baron est prêt à tout pour trouver son emplacement et y pénétrer à cause de l'objet qui y est caché, la pierre des précurseurs. Cette pierre donnerait à quiconque la possède une puissance inimaginable. Mais seul le véritable héritier de Mar peut accéder au tombeau et affronter les épreuves qu'il renferme afin de mettre la main sur le Saint Graal. Samos pense que l'enfant est donc la clé qui permettra de protéger la pierre. Onin envoie donc Jack récupérer différents objets qui, une fois réunis, révèlent l'emplacement du tombeau. Le tombeau révélé, Jack rechigne à l'idée d'envoyer le jeune garçon affronter la mort dans le temple. À ce moment-là, la porte s'ouvre pour accueillir l'héritier, mais arrivé à mi-chemin... Non, cet enfant est trop jeune pour affronter les épreuves. Quoi? Non! Fais quelque chose, Jack. Jack, tu n'oublies pas le passage et qui craint à mort si tu veux mon avis. Jack et Daxter se retrouvent alors à affronter les pièges et les épreuves que Mar avait destinées à son héritier. Pas sans quelques bleus, ils arrivent enfin à retrouver la pierre, mais au moment de la prendre, le baron Praxis débarque. Du coup, combat de boss qui se termine par la défaite du baron, mais malheureusement, il réussit quand même à emmener la pierre dans sa fuite. Pendant que Jack était dans le temple, plusieurs souterrains se sont fait capturer par les forces du baron. Thorn, cette victime, envoie donc Jack tout seul au palais pour une mission suicide pour les libérer. Normal. Arrivé à la prison, il libère plusieurs souterrains et parmi eux, paf! Pas un, pas 14, mais bien 2 Samos. Le jeune et le vieux, on sait pas trop ce qu'ils foutaient là, mais bon. Par la suite, Sig, le bras droit de Crew, fait part à notre duo de ses inquiétudes vis-à-vis de son boss. Il pense que son patron trame quelque chose de louche. Et finalement, il avait peut-être pas tort, puisque le grand patron confie à Jack une mission peu commune. Aller démolir une ancienne statue de Mar dans les égouts pour récupérer des objets précieux enfouis à l'intérieur. Une clé rubis et le cœur de Mar. Mais à quoi ça peut bien lui servir ces objets? En tout cas, Kiera, elle a besoin du cœur de Mar pour faire fonctionner sa machine à remonter dans le temps. Ça nous arrange pas trop cette histoire. Mais pas le temps de niaiser, la dernière course du championnat commence et Jack doit affronter son rival, Errol, le chef des Grenagardes et le second du baron, et qui accessoirement veut pécho Kiera. Après avoir remporté la course haut la main, Jack se montre au baron. Très mécontent, ce dernier ordonne à ses hommes de l'abattre, mais au même moment... J'ai gagné, Jack. Jack en profite pour s'enfuir et échapper au baron. Entre-temps, le jeune Samos a eu une vision lui apprenant que le baron avait l'intention de détruire la pierre des précurseurs. Le souci, c'est que ça déchaînerait une vague d'énergie qui détruirait tout sur son passage. Samos demande donc à Jack d'empêcher le baron de mettre son plan à exécution. En enquêtant là-dessus, il découvre enfin ce que Crew manigançait depuis le début. Il avait travaillé avec le baron afin de créer une bombe qui serait assez puissante pour détruire la pierre des précurseurs. Le baron la glisserait ainsi dans le prochain chargement d'écho pour le nid des Metalheads, et boum! Jack peut pas le laisser faire et engage le combat contre le gros. Après le combat, Jack s'empare du cœur de Mar et réussit à s'enfuir avant que la bombe n'explose, laissant Crew à son triste sort. De retour à Abbeville, Tess apprend à Jack que Crew avait envoyé Sig ouvrir les portes de la ville dans les ruines.
Je vous ai pas parlé de Tess avant parce que bon ok c'est une membre des souterrains, mais elle sert pas à grand chose en fait. Par contre dans le 3 elle va avoir un rôle un petit peu plus important. Jack décide d'aller aider Sig, mais en arrivant là-bas, il le trouve en train de se fight contre des Metalheads qui avaient réussi à rentrer en ville grâce à la clé rubis de Crew. Sig est ultra vénère contre son patron et est content d'apprendre que Jack lui a réglé son compte, puisqu'il avait doublé tout le monde en passant un marché avec les Metalheads en plus de celui qu'il avait passé avec le baron. Le trio se ferait un chemin vers la sortie, mais malheureusement, Sig se fait bouffer vivant par un Metalhead géant. Mais pas le temps de le pleurer, il faut à tout prix arrêter le baron. C'est à ce moment que Kor apparaît et se révèle sous son vrai jour. Ta-ta-ta, il s'agissait en fait du chef des Metalheads qui s'était infiltré dans Abbeville sous une forme humaine. Il est venu reprendre la pierre au baron, mais Praxis ne flanche pas si facilement et engage le combat. Malheureusement, Kor est trop puissant et l'envoie valser. Dans un dernier souffle, le baron confie la pierre à Jack. C'est maintenant l'heure de vérité, l'heure d'éliminer la menace une bonne fois pour toutes, l'heure de détruire le nid. Heureusement, Mar avait déjà prévu de le faire et avait construit un énorme canon activable grâce à la pierre, capable d'exploser le nid des Metalheads. Il avait malheureusement disparu avant de pouvoir l'utiliser, mais détruire le nid à distance ne suffit pas à Jack. Ce qu'il veut, lui, c'est mettre une bonne raclée à Kor de ses propres mains. Il utilise donc le canon pour ouvrir un passage et s'enfonce dans la gueule du loup. Lorsque notre duo arrive jusqu'à Metalcore, il découvre qu'il a emprisonné l'enfant. Le chef des Metalheads dévoile alors tout le mystère sur ce gamin. Il s'agit en fait de Jack, mais lorsqu'il était plus jeune. Samos l'avait caché dans le passé en attendant qu'il devienne assez fort pour revenir et affronter Metalcore, ce qui explique pourquoi Samos est plus jeune dans le futur. Le monstre leur avoue aussi que la pierre est en fait le dernier œuf de précurseur, et que l'enfant est le seul à pouvoir le faire éclore puisque Jack s'est fait corrompre par l'écho noir. Kor compte ensuite se nourrir de l'énergie provoquée par l'éclosion. Mais il oublie que c'est Jack et Daxter qui possèdent la pierre et qu'ils la donneront pas si facilement. Et c'est comme ça que commence le combat final entre nos deux héros et le chef des Metalheads. Bien sûr c'est notre duo préféré qui l'emporte et c'est ce moment que le jeune Jack choisit pour faire éclore l'œuf de précurseur. Je vous le donne en mille, un précurseur en sort, dit 2-3 mots à Jack et s'en va dans la faille, on sait pas trop pourquoi. Au même moment, Kira et les deux Samos font leur apparition avec la machine à voyager dans le temps que Kira a fabriquée. Le jeune Samos doit donc utiliser la machine de Kira pour revenir dans le passé avec le petit Jack, pour qu'il puisse grandir dans de bonnes conditions et devenir assez fort pour revenir dans le futur plus tard et tabasser Metalcore. C'est aussi dans le passé qu'il rencontrera Daxter qui deviendra son meilleur ami et qui se transformera en beloutre et ainsi de suite. Ce qui veut dire que Samos est un enfoiré puisqu'il savait que Daxter allait se transformer en beloutre, mais il lui a rien dit. On apprend aussi que la machine que Jack avait trouvée dans le premier jeu, c'est en fait celle que Kira a construite dans le futur, qui est revenue dans le passé avec le jeune Samos. T'as compris ? Oui, non ? Bon, c'est pas grave, Daxter a la solution. Arrête de raisonner et de réfléchir, ça donne la migraine. Et c'est la grosse fête avec tous les personnages du jeu réunis à l'ancien bar de Crew que Daxter a repris et a renommé le Naughty Beloutre en référence au nom des développeurs Naughty Dog. Tout le monde est là ? Pas vraiment, on apprend qu'il manque Vin qui a été tué lors de l'assaut des Metalheads sur Abbeville. Mais si, Vin, vous savez, celui dont tout le monde s'en fout là. Bref, vu que tout le monde s'en fout, il continue de faire la fête lorsque... Surprise ! Sig a survécu ! Il a survécu au ver de terre géant ! Et c'est sur cette belle note que se termine l'histoire de Jack 2 hors la loi. Alors bien sûr, il y a plusieurs incohérences dans le scénar, comme par exemple, comment est-ce que le baron savait exactement quand et où Jack allait arriver du passé ? Plusieurs personnes se sont amusées à faire des théories là-dessus, je vous laisse chercher ça sur internet. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de commenter, de poser vos questions en dessous, je me ferai un plaisir de lire et d'y répondre. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, je vais essayer d'augmenter la cadence pour vous là. Moi, je vous donne rendez-vous pour Jack 3, je ferai en sorte que ça arrive beaucoup plus vite que ce Jack 2, ne vous inquiétez pas. Allez, je vous dis à la prochaine, salut!